Voilà. Alors, ça arrive tranquillement. On va attendre quelques minutes. Je vais commencer la présentation. Donc, bonjour à tous et merci de votre participation à ce deuxième webinaire dédié aux commerçants et artisans indépendants. Vous êtes encore plus nombreux aujourd'hui, donc on est ravis de pouvoir répondre à vos questions et vous donner les informations aujourd'hui sur notamment le prévisionnel de trésorerie. Donc, ce webinaire est organisé par Costo et PIE, Paris Initiative Entreprise. Et je suis Joséphine Granier de Costo et c'est moi qui animerai ce webinaire aujourd'hui. Costo, c'est un programme de la CEMAEST dédié à l'accompagnement des commerçants et artisans indépendants. Donc, la CEMAEST, qui est une société de la ville de Paris. Sur le site www.costo.paris, vous pouvez retrouver toute l'actualité du commerce et de l'artisanat. Nous vous accompagnons également dans vos démarches administratives avec un guide dédié, dans votre communication et votre marketing avec des fiches conseils et des articles. Enfin, nous proposons un accompagnement gratuit pour répondre à vos questions. Et dans le cadre de la crise sanitaire, nous avons créé une page dédiée à retrouver en page d'accueil du site Costo. Vous y retrouverez notamment des articles, les replays des webinaires, une foire aux questions et des témoignages de commerçants. Quant à PIE, donc Paris Initiative Entreprise, c'est une association à but non lucratif et d'intérêt général qui a été créée en 2000 par la ville de Paris, la région Île-de-France, la Caisse des dépôts et la CCIP. Finance et elle accompagne les entrepreneurs de TPE et de l'ESS à Paris via des prêts d'honneur et des apports de garantie. PIE s'engage également pour l'accès aux locaux commerciaux avec un prêt dédié favorisant l'installation des entrepreneurs dans les quartiers politiques de la ville. Vous pouvez retrouver tous les services et les accompagnements proposés sur leur site www.pie.paris. Donc, ce webinaire est le deuxième que nous organisons sur le thème de la trésorerie. Après avoir évoqué les mesures d'urgence à l'occasion du premier webinaire, nous évoquerons aujourd'hui le prévisionnel de trésorerie, ainsi que l'anticipation des besoins en trésorerie. Ce webinaire durera environ 1 heure et sera enregistré. Nous vous enverrons tous les liens, enfin le lien vers le replay et les documents présentés à l'issue de la conférence, a priori demain. Les documents seront également accessibles sur le site costo.paris. Je vais commencer par vous présenter nos deux conférenciers et nos deux conférenciers. Consultante et formatrice en a débuté sa carrière dans le contrôle de gestion en 1980. Spécialisée dans l'accompagnement à la création d'entreprises et la formation en gestion. Elle est également l'auteure de l'ouvrage Créer son entreprise, à retrouver aux éditions Pratt. Nous donnerons ensuite la parole à Victor Fabre. Donc, Victor, qui est consultant chez PIE. Il travaille aux côtés des entrepreneurs et entrepreneuses portant des projets dans des secteurs d'activité comme les commerces de proximité, la restauration, mais aussi les entreprises innovantes. Donc en fait, quel que soit le stade de maturité des projets, il accompagne ces structures dans leur demande de financement auprès de PIE dans le but de faire levier sur le financement bancaire. Nous avons donc également à nos côtés deux entrepreneurs témoins. Donc Georgiana Lovsikov. Bonjour. Donc Georgiana, qui est fondatrice de la marque 1966 Couture, qu'elle a créée en septembre dernier. Elle propose la confection et la vente de vêtements sur mesure pour femmes, notamment de tailleurs. Et son showroom est situé dans le 2e arrondissement. Et notre deuxième commerçant témoin, c'est Sébastien Larère. Sébastien Larère
qui est aussi jeune entrepreneur et qui a ouvert sa salle de CrossFit et cycling en juin 2019 dans le quartier Batignolles, dans le 17e arrondissement. Donc, dans un premier temps, nous allons laisser la parole à Karine Sfez qui vous présentera en partage d'écran le prévisionnel de trésorerie et qui vous guidera pas à pas pour l'utiliser. Ensuite, Victor vous évoquera l'importance de l'anticipation des besoins en trésorerie et les solutions qui existent aujourd'hui. Nos deux témoins prendront enfin la parole pour vous faire un retour d'expérience sur les démarches qu'ils ont déployées pour maintenir leur activité. Donc pour information, tous les micros des participants sont coupés afin d'éviter les interférences. Pour poser vos questions, vous pouvez le faire dès maintenant et pendant toute la durée de la conférence dans l'onglet Q et R, qui est situé en bas de votre écran. Si vous souhaitez intervenir à l'oral, c'est aussi possible. Vous pouvez demander la parole en indiquant un P majuscule juste avant votre question. Voilà. Après, si vous avez des questions plutôt techniques, vous pouvez les poser dans l'onglet Converser. Donc, je vous remercie de votre attention et maintenant, je laisse la parole donc à Karine Sfez. Bonjour à tous. Donc, on va voir ensemble un outil qui est quelque chose de simple, qui est sous Excel et qui va vous permettre de construire un prévisionnel de trésorerie. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà cet outil, donc tant mieux. D'autres, ceux qui démarrent notamment, vous pouvez utiliser déjà votre premier modèle qui existe dans votre business plan. Donc, un des tableaux du business plan, c'est le prévisionnel de trésorerie. Donc, vous pouvez partir là-dessus. Et pour ceux qui n'ont rien du tout, vous pouvez partir sur le fichier que je vais vous montrer et commenter maintenant. Alors, je vais déjà partager mon écran. Voilà, la totalité de mon écran en partage. Et le voilà. Donc ici, hop, je cache un petit peu cette partie. Non, je vais pas voir les questions. Donc cet outil vous sera transmis, donc va être en accès en termes d'outils sur ce qui va être mis prêt en ligne. Donc vous pourrez y accéder. C'est un fichier Excel qui est composé de plusieurs onglets. Le premier, c'est ce que j'ai appelé le pas à pas, qui vous donne un mode d'emploi. Le deuxième, c'est le prévisionnel de chiffre d'affaires et de trésorerie. Le troisième, le plan de trésor. Et enfin, éventuellement, l'emprunt. Dans le pas à pas, donc ce qui est très compliqué actuellement, c'est de prévoir du chiffre d'affaires. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Déjà, quand on monte son business plan, c'est quelque chose de compliqué. Alors là, ça l'est encore plus compte tenu de la situation. Donc, j'ai fait une petite proposition de mettre en place un planning pour tenir compte justement de votre situation. C'est-à-dire, moi, ce que je vous propose, après, ce sera à vous de décider et de fonctionner, en fait, de voir ce qui sera le plus facile pour vous. Entre janvier et mars, on va dire, c'est une situation normale. Donc là, on peut, par exemple, intégrer nos relevés de banque de janvier à mars. Donc, pour ça, on va ici, dans le plan de trésor, mettre le chiffre d'affaires qu'on avait prévu, qu'on a fait de janvier à mars. Les sommes sont automatiques. Ça va se mettre directement ici et on intégrera avec nos relevés de banque les différentes dépenses. J'en reviendrai plus en détail là-dessus, mais je vais déjà vous présenter le planning qui me semble quand même intéressant pour tenir compte justement des différentes situations. D'avril à juin, c'est la situation de confinement. Donc, on peut intégrer un prévisionnel de trésorerie avec les reports et les échéances de paiement obtenus. Si l'activité a redémarré, vous pouvez aussi construire votre prévisionnel qui reste compliqué, mais faire un correctif surtout de chiffre d'affaires. C'est-à-dire, pour pouvoir prévoir votre chiffre d'affaires, ça va être très compliqué. Donc, inspirez-vous peut-être de ce que vous aviez fait l'année dernière au même mois, mais avec une baisse, c'est-à-dire en ne prenant que 20%, par exemple, du chiffre d'affaires 2019 pour construire votre chiffre d'affaires de juin 2020. De juillet à septembre, c'est une situation plutôt post-confinement. Donc, on peut aussi continuer à intégrer les prévisionnels avec les reports, mais aussi avec certaines, il va falloir rembourser certaines choses. Donc là, il va falloir réintégrer. Si on a obtenu, par exemple, des décalages des URSSAF, de l'impôt société, il va falloir intégrer cette partie-là. En fin de septembre à décembre, c'est une situation qu'on peut dire de reprise.
Et là, il faut intégrer notre prévisionnel toujours avec les reports et intégrer, par exemple, le remboursement du prêt garanti par l'État dont vous parlera Victor tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce planning, c'est vraiment une simple proposition. Ce qui compte, c'est que vous posiez vous-même vos propres dates. Donc, ça signifie de se poser, de se dire, voilà ma situation telle qu'elle est aujourd'hui. Elle est certainement différente en fonction de chacun d'entre vous. De positionner dans le temps ces différentes étapes et à quel moment, en fait, on peut commencer à prévoir un redémarrage. Donc, maintenant, je vais vous passer plus en détail les différents onglets. Donc, l'onglet prévisionnel de CA et Trésor, ça, c'est vraiment l'argent qui rentre. L'idéal, c'est de... Alors, on y va. L'idéal, c'est de catégoriser vos ventes. C'est-à-dire, vous pouvez catégoriser vos ventes en fonction de ce que vous vendez, en fonction aussi de votre typologie client. Ça, c'est à vous en fonction de votre activité. Et là où surtout vous êtes confortable, de pouvoir positionner ici vos différentes offres. Par exemple, vous pouvez aussi catégoriser par typologie de produit. Par exemple, j'ai plusieurs gammes. J'ai une gamme, je ne sais pas moi, haute, une gamme moyenne et une gamme basse, en termes de qualité, en termes de prix surtout. Ça peut être donc en fonction de votre gamme et vous positionnez soit les quantités multipliées par le panier moyen, ça vous donne votre chiffre d'affaires, c'est de l'Excel. Après, ce qu'il faut, c'est rentrer, comment dire, des formules dans Excel. Là-dessus aussi, n'hésitez pas pour vous faire aider de votre expert comptable. Il peut aussi être d'une aide très précieuse. Ça peut être aussi par réseau de distribution, c'est-à-dire ce que je vends dans la boutique et ce que je vends via mon site. Et à l'intérieur de ces deux réseaux de distribution, vous pouvez aussi mettre les différentes gammes. C'est tout à fait possible. Ça peut être aussi par typologie de clientèle. Si par exemple, vous faites de la vente sur place, donc vente boutique toujours, et si vous intervenez chez certains des clients, donc des ventes chez clients. Vous faites des événements, des choses comme ça, ou que vous livrez chez des clients. À vous de voir ce qui vous semble le plus logique en termes de catégorisation de votre chiffre d'affaires. Ça, c'est à vous de sentir le truc et d'intégrer ici le prévisionnel. En vous disant toujours donc de janvier, février, mars, je vais mettre ma réalité. Avril, mai, juin, juillet, on est en confinement, mais je vais essayer de prévoir quelque chose ou pas. Si mon lieu est fermé, ben, je ne vais rien prévoir en termes de chiffre d'affaires. Ou si j'ai réussi à développer un peu des ventes via mon site, ben, je vais faire apparaître que les ventes sur le site et des ventes directement si je livre des clients, que ces ventes-là aussi. Ça, c'est à vous de voir. Et après, ma reprise pour mes ventes. Donc là, essayez de reprendre avec une reprise, si possible, en étant prudent. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, l'onglet qui s'appelle plan de trésor mensuel sur 2 ans. Là, on a vraiment la totalité de votre prévisionnel de trésorerie. On a ici, en automatique, vous voyez, ça va chercher prévisionnel CA et trésor B5. Parce que là, si je mets des chiffres, ça vient se mettre en automatique. Ce janvier, là, à 600, je vais le retrouver ici à 600. Tout se met de façon automatique. Apport en capital, etc., tous ces emprunts, vous pouvez faire apparaître ici le moment où vous allez obtenir votre emprunt, au PGE par exemple. Et là, vous aurez les différentes dépenses. Donc tout ça, ça passe sur votre compte bancaire. Hein. Ce sont des flux du compte bancaire. Les achats de matières premières, éventuellement des paiements de sous-traitants, votre loyer. Sur le loyer, certains d'entre vous ont réussi certainement à obtenir des suspensions de loyer ou des reports de loyer. Donc, à voir avec votre bailleur à quel moment il va falloir prévoir une augmentation peut-être du loyer parce qu'une partie du loyer qui a été annulé va être reportée dans les mois à venir. Donc, les charges, ce sont les charges locatives. Votre assurance, c'est tout ce qui est assurance de votre entreprise, du local ou des assurances responsabilité civile professionnelle, l'EDF, GDF, fourniture de bureau, d'entretien et réparation si vous avez des machines avec lesquelles vous avez avec des fournisseurs avec lesquels vous avez des contrats d'entretien, toutes les fournitures liées à ces contrats d'entretien, la livraison de vos clients, des déplacements, les frais postaux, la pub, l'hébergement de votre site et la mise à jour,
éventuellement des frais de salon, mais ça sera pour plus tard et pas pour le moment. Votre rémunération, éventuellement les salaires de vos équipes. Donc là-dessus, même chose. Ici, il y a un calcul qui est automatique. Alors, tout ce qui est en jaune est à remplir. Quand il y a des lignes blanches, c'est que les formules sont mises là en automatique. Donc là, par exemple, on a pris la formule, ça prend ces deux lignes, rémunération dirigeant plus salaire brut, avec un taux de charge à 45%. Peut-être que vous allez obtenir un décalage de vos charges d'URSSAF. Et auquel cas, ici, on ne mettra rien, mais on mettra les montants. Vous voyez, il y a calculé et payé. Donc, il va falloir quand même, à un moment donné, payer nos charges. Même chose sur tout ce qui est charges sociales, rapprochez-vous de votre expert comptable. Il peut vous donner des informations. Impôt et taxes, c'est la CFE, qui est anciennement la taxe professionnelle. Impôt sur les bénéfices, donc on va en payer. Vous avez peut-être réussi à obtenir un report, on l'intègre, mais on intègre aussi à quel moment il va falloir payer. La TVA calculée, elle se calcule automatiquement avec une formule. Donc là aussi que vous pouvez mettre à jour, si par exemple dans vos sous-traitants, vous voyez la formule et la ligne 22, si par exemple c'est un micro-entrepreneur que vous utilisez en sous-traitant, il n'y aura pas de TVA. Donc vous pouvez supprimer dans la formule ce sous-traitant qui est B22 ici. Ensuite, la TVA payée, donc ça c'est ce que vous payez, vous la payez certainement au semestre, mais elle se calcule au mois le mois par prudence, mais vous pouvez indiquer par exemple en janvier, si vous n'en avez pas payé, vous l'intégrez sur juillet, sachant que pour la TVA, vous ne pourrez pas avoir de report de paiement. Les charges financières, c'est le coût de votre compte bancaire et les honoraires de votre comptable ici et de l'avocat éventuellement. Donc, tout ça vous donne votre solde de fin de mois. L'idée, c'est, on démarre par exemple dans mon hypothèse, j'ai démarré en janvier 2020. Là, je vais mettre mon solde à fin décembre en cellule D7. Ici, je vais mettre le solde à fin décembre. Le solde à fin décembre, ça sera peut-être 3 000 €. C'est ce que j'ai sur mon relevé de banque à fin décembre. C'est donc mon solde de début janvier. Et ici, j'ai 3 500 € que je vais checker avec mon solde de banque. Il faut que sur mon relevé de banque à fin janvier, j'ai 3 500 €. Je n'ai pas d'écart. Si j'ai un écart, je repointe mon relevé de banque. Ce travail-là, on le fait vraiment avec notre relevé de banque. Ce qui est intéressant, donc pour janvier, février, mars, pour cette partie-là où on a reçu nos relevés de banque. Ce qui est vraiment intéressant là-dessus, c'est que vous allez peut-être vous rendre compte en épluchant vos relevés de banque qu'il y a certains contrats que vous n'utilisez plus, qu'il y a certaines dépenses que vous pourriez arrêter. Donc, n'hésitez pas à le faire, à annuler certains contrats quand c'est possible. Et ensuite, donc l'objectif ici, le solde du mois, c'est ce qui reste sur votre compte bancaire. Et ce solde de mois va vous permettre de voir que peut-être ici, vous allez avoir besoin de trésorerie. Et ça va être mesuré. C'est-à-dire là, on aura peut-être besoin de 10 000 € ou peut-être même avant. Hein. C'est-à-dire ici, on a besoin de 5 000, 10 000, 15 000. Et là, grâce à ça, on va pouvoir contacter, parce que c'est l'outil en fait qui va vous permettre de contacter votre banque pour obtenir, c'est ce qui est demandé en fait pour obtenir le fameux PGE. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de l'outil rapidement. Ah oui, je ne vous ai pas présenté l'emprunt. Si vous avez un emprunt au niveau de la banque, bon, le PGE fonctionne de façon différente, mais là, vous pouvez, par exemple, si vous avez 50 000 € d'emprunt, à un taux de 5% sur 7 ans, ça, tous les 50 000, pardon. Tout se calcule en automatique et ce remboursement de l'emprunt apparaît sur cette ligne remboursement de l'emprunt. Voilà, j'ai un petit peu fait le tour. Donc, je ne sais pas. Hop. Je vais voir s'il y a des questions, mais j'arrive plus à... Donc, j'arrête le partage d'écran. Voilà. Et je vais essayer. Du coup, c'est bon pour toi, Karine. Tu as fait à peu près le tour. De toute façon, après, les participants peuvent poser leurs questions dès à présent ou après à la fin des interventions dans l'onglet QR. Il y a déjà quelques questions qui ont commencé à arriver. Est-ce que je commence à y répondre on répondra à la fin, ce sera plus simple. Ouais. Et donc, du coup, on va laisser la parole à Victor maintenant. Oui. Bonjour à tous. Merci Karine pour cette présentation du tableau de trésorerie. Moi, mon intervention, elle va plus se focaliser sur
les apports en trésorerie, donc notamment les demandes de prêts et autres aides. Alors, avant de s'attaquer aux demandes de prêts, il faut que vous ayez mis en place, ou en tout cas essayé de mettre en place les mesures de report, notamment tout ce qui est loyer, donc avoir contacté son bailleur, peut-être avoir limité ses charges de personnel en ayant eu recours au chômage partiel, avoir contacté sa banque pour voir si on pouvait faire des reports de remboursement d'emprunt. À ce titre-là, si vous avez eu un prêt d'honneur via PIE, nous avons mis en place des mesures de report. Donc, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous tourner vers nous et aux consultants qui vous accompagnent pour mettre en place le prêt d'honneur. Il faut savoir que ces mesures de report seront à payer un jour. Donc, c'est là qu'il faut être vigilant quand vous faites votre tableau de trésorerie, comme l'a souligné Karine. Donc, maintenant, je vais rentrer plus dans le vif du sujet. Une fois que vous avez fait toutes ces mesures de report, vous pouvez, si ça s'avère encore nécessaire, vous avez encore besoin d'entrée de trésorerie, avoir recours au prêt. Alors, pour ça, le gouvernement a mis en place le prêt garanti État. Vous en avez sûrement entendu parler. Je vais rappeler dans les grandes lignes de quoi il s'agit. C'est un prêt de trésorerie qui vous permet d'avoir un montant équivalent à 3 mois de chiffre d'affaires sur l'année écoulée, soit à 25% de l'année écoulée. Pour les entreprises les plus innovantes, c'est un prêt dont le montant peut s'élever jusqu'à 2 années de masse salariale. En ce qui concerne son remboursement et son coût, il faut savoir qu'il y a un différé de 1 an. Et lorsque ce différé court, en fait, le coût de l'emprunt est égal au coût de la garantie de l'État qui couvre 90% de cet emprunt, qui est de 0,25%. Une fois que cette année de différé s'est écoulée, vous êtes face à 2 possibilités. Soit vous avez la capacité de rembourser, et auquel cas, c'est très bien. Soit vous n'avez pas la capacité de le rembourser. Dans ce cas-là, il faut que vous consultiez votre banquier pour voir comment vous pouvez échelonner le remboursement du prêt. Et ça peut se faire jusqu'à 5 ans, dans une durée de 5 ans. J'attire votre attention, si vous faites l'échelonnement, à ce jour, on ne connaît pas encore le coût du taux d'intérêt qui sera appliqué. Certains parlent de 3%, mais rien n'est fixé. Donc attention, et puis peut-être parlez-en à votre banquier. Alors pour mettre en place ce prêt garanti par l'État, dans un premier temps, il faut que vous contactiez votre conseiller bancaire qui vous donnera un préaccord. Si vous avez reçu le préaccord de votre banquier, vous vous connectez ensuite au site de la BPI qui vous donnera un numéro unique. Vous transmettrez alors à votre banquier pour qu'il puisse procéder au décaissement. Comme l'a dit Karine en première partie de ce webinaire, il faut que vous vous initiez d'un plan de trésorerie construit et que vous veniez le présenter à votre banquier. Et c'est sur ce document que le banquier va pouvoir évaluer votre demande. Ensuite, on peut se poser la question, quel montant d'emprunt je peux demander. Là, on a peut-être vu 2 stratégies. Alors, soit vous demandez la totalité de ce que vous pouvez bénéficier, c'est-à-dire 3 mois l'équivalent de 3 mois de chiffre d'affaires. C'est peut-être une stratégie qui est intéressante dans la mesure où en fait le coût de l'emprunt sur la première année est relativement faible. Ça vous permettra d'avoir une trésorerie, un matelas de trésorerie confortable. Une deuxième stratégie peut être faire une demande de PGE qui est plus sur mesure et qui est adaptée à votre réel besoin. Et ça, ce besoin, vous pouvez l'évaluer en faisant le travail du tableau de trésorerie comme vous l'a montré Karine. Voilà pour ces 2 stratégies. Ensuite, quand est-ce que vous devez faire la demande en fait, de ce prêt? Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce dispositif sera mis en place jusqu'en décembre 2020. Si vous n'avez pas de besoin immédiat, peut-être que ce n'est pas nécessaire de se précipiter auprès de votre banquier pour demander le PGE. Le mieux, c'est peut-être de le demander 1 mois avant que vous ne voyez apparaître dans votre plan de trésorerie le besoin. 1 mois, c'est le temps qu'on estime pour mettre en place les démarches administratives et également que le décaissement puisse se faire sur votre compte.
un conseil, c'est quand même toujours bien d'avoir déjà contacté son banquier pour parler de vos intentions. Donc, ce PGE, il est déjà opérationnel. Donc, on a déjà quelques retours dont je peux vous faire part. Alors, tout d'abord, les banquiers, lorsqu'ils vont… Donc, l'ensemble des banques en France ont signalé qu'elles joueraient le jeu pour mettre en place ce PGE et qu'il puisse bénéficier au plus grand nombre d'entrepreneurs. Il faut savoir que tous les ans, la Banque de France évalue le risque de crédit de chaque entreprise. Et ça, pour ça, elle établit selon différents critères et ça aboutit à une note. Toutes les entreprises qui ont une note 5+, ou meilleure que 5+, sont d'office éligibles au PGE. Donc, ça veut dire que si vous connaissez votre notation Banque de France que vous pouvez obtenir auprès de votre banquier est supérieure et que vous avez un refus, je vous invite à vous tourner vers la médiation du crédit ou à vous faire aider par votre comptable. Si au cours des 3 dernières années, vous avez eu successivement des fonds propres négatifs, c'est-à-dire que votre entreprise est en difficulté, il peut être difficile d'avoir ce PGE. Donc là aussi, se faire accompagner dans votre demande. Également, si vous avez plusieurs banques, c'est la banque avec laquelle vous faites passer le plus de flux financiers qui sera le plus à même de pouvoir étudier votre demande. Voilà pour la partie PGE, prêt garanti par l'État. Ensuite, l'État a mis d'autres dispositifs pour aider les entreprises, notamment le fonds de solidarité qui vous permet d'accéder à une aide allant jusqu'à 1 500 €. Alors, cette aide, elle cible les entreprises qui ont un chiffre d'affaires de moins d'1 million d'euros, qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative ou une baisse de leur chiffre d'affaires de plus de 50% et qui ont démarré leur activité avant le 1er février 2020. Donc, c'est une aide dont on peut bénéficier pour le mois de mars et là, vous avez jusqu'au 30 avril pour faire la demande. Pour le mois de mai, vous avez jusqu'au 31 mai pour faire la demande. Georgiana, qui témoignera, qui a pu bénéficier de cette aide, pourra vous en dire davantage. Pour information, cette aide, fonds de solidarité, se fait sur le site impôts.gouv. Ensuite, au niveau des régions, les régions ont débloqué des fonds pour compléter ce fonds de solidarité s'il n'est pas suffisant. Et là, les aides peuvent aller jusqu'à 5 000 €, en tout cas pour la région Île-de-France. Donc là, les entreprises cibles sont les entreprises qui ont au moins un salarié, sont des entreprises qui se sont vues refuser le PGE et qui ont des difficultés à honorer leurs dettes dans un délai de 30 jours. Donc pour ça, il faut se connecter sur le site de la région et vous pourrez avoir accès aux différentes modalités. Dans les aides qui sont à venir, dont on parle, mais pour lesquelles il faut continuer à faire de la veille, car elles ne sont pas opérationnelles, en tout cas en Île-de-France, c'est le prêt rebond. Alors juste dans les grandes lignes, puisqu'il n'est pas encore opérationnel, c'est un prêt aussi de trésorerie fait par la BPI et qui viendra s'adosser à un autre prêt bancaire. En ce qui concerne l'activité de PIE, par initiative entreprise, donc la structure pour laquelle je travaille, nous travaillons étroitement avec la mairie et on intervient en tant que financeur dans l'économie sociale et solidaire. Donc, dans ce cadre-là, nous, on a un prêt qui est vraiment dédié pour les structures qui ont un fort impact territorial ou pour les activités qui relèvent de l'artisanat d'art ou qui ont un impact social vraiment très élevé. Donc, pour l'instant, c'est un fonds que nous, on a commencé à mettre en place, mais qui est très ciblé. Il faut savoir que pour les commerçants, on est en train de négocier avec la mairie, avec la ville de Paris, d'élargir ce fonds à l'ensemble des commerçants. Donc, ce sont des négociations qui sont en cours, qui seront adressées a priori pour les commerçants qui ont eu un refus du PGE. Donc, pour ça, je vous invite à faire de la veille sur nos réseaux sociaux parce qu'on communiquera si ce fonds peut être opérationnel dès que possible. Également, avec la région, on est aussi en négociation pour débloquer des fonds qui viendraient en complément du PGE pour des tickets de l'ordre de 10 000 €. Voilà. Voilà pour ma part.
Alors peut-être maintenant, on va laisser la parole à Georgiana et Sébastien, et dans un premier temps à Georgiana pour vous expliquer comment, enfin, pour qu'ils puissent témoigner de leur rapport avec tous ces dispositifs. Bonjour à tous et merci pour l'invitation au webinaire. Je m'appelle Georgiana et je suis la fondatrice de 1966 Point Couture, qui est un concept à Paris des vêtements sur mesure où la cliente elle se rend sur rendez-vous pour créer notamment son tailleur et tout est personnalisable et à son style et sa morphologie. Elle pourra choisir parmi les 1000 tissus qui sont naturels, doublures, boutons et toutes les options. En plus de ça, je fais également des chemises, gilets, manteaux. J'ai une gamme aussi de demi-mesures, chaussures, accessoires et bijoux. Et j'ai voulu que ce concept soit dédié à toutes les femmes, mais surtout avec un prix qui est accessible et justement avec une forte qualité. Comment j'ai fait ma trésorerie prévisionnelle? Je suis sur Excel comme tout le monde, je pense. Et chaque mois, j'ai un suivi où j'ai mon chiffre d'affaires avec mes charges fixes et mon coût variable. Et je check tous les mois mon budget dépensé avec mon budget prévu pour voir si c'est un accord. Et ce que je fais aussi, c'est que je me fais 3 hypothèses. Je fais une hypothèse pessimiste, une réaliste et une optimiste. Et celle pessimiste, c'est celle qui me donne un peu plus de confort parce que c'est avec elle que je vais voir mon banquier, lui donner des alertes, négocier un découvert 3 mois à l'avance. Donc c'est le pessimiste qui m'a aidé aussi dans les démarches pendant le corona, pendant la crise sanitaire. Donc, cette crise que j'ai pu anticiper grâce à mon fournisseur chinois, eux qui étaient confinés un mois avant nous. Et ce qui m'a permis de chercher des produits de substitution parce que ma production, elle était arrêtée. Donc, je suis allée chercher des produits faits à Paris, des vestes de tailleur en demi-mesure, donc avec une retouche incluse. Et aussi, ma maman, elle vit en Italie et elle est aussi commerçante. Donc, c'était aussi un autre point d'alerte parce qu'eux, ils étaient confinés une semaine avant nous. Donc, c'était clair que cette crise va nous toucher assez rapidement. Qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, Georgiana, tu as demandé le fonds de solidarité que tu as eu, c'est ça? Voilà, donc le premier volet. Ensuite, le 16 mars, après le discours du président, j'ai envoyé un mail à la banque pour arrêter tous les prélèvements. J'ai appelé par la suite tous mes fournisseurs pour trouver des solutions ensemble. J'ai attendu, c'était après 2 semaines qu'on a pu débloquer les fonds de solidarité sur impôts.gouv et j'ai commencé le dossier pour le PGE. Chose que je n'ai pas vraiment fait comme c'est dit sur Internet. Donc, je n'ai pas contacté dans un premier temps mon banquier. Je suis allée directement sur le site de la BPI. J'ai créé mon dossier pour voir déjà si je suis éligible. Et une fois que j'ai eu mon numéro de dossier, c'était après 24 ou 48 heures, j'ai envoyé à ma banque ce numéro de dossier qui prouve la garantie avec mon prévisionnel de trésor pessimiste et ma demande de crédit. Et Georgiana, oui. Excuse-moi, tu avais déjà travaillé ton prévisionnel de trésorerie? C'est quelque chose que tu suivais déjà? Je le fais tous les mois. Ok. Oui. Et donc, le crédit, il a été accepté rapidement. Dans une semaine, j'ai eu la chance de signer le contrat et d'avoir aussi l'argent sur le compte. Et avec ce fonds de solidarité, justement, je peux payer une partie de mon loyer. Voilà. Ce que je fais depuis qu'on est confiné,
je travaille l'après-confinement. Je cherche des producteurs, une production à un circuit court, France ou Europe. Je réalise que mon site, qui est un site vitrine pour le sur-mesure, je ne peux pas vendre vraiment, je peux pas vendre un e-shop. Mais par contre, comme je vends des bijoux, accessoires et chaussures, il me faut un site e-commerce, justement. Et en ce moment, je travaille à temps plein sur Instagram avec les posts, les stories. Et aussi, je fais une vente solidaire sur la collection des bijoux où une partie de chaque produit est reversée à l'association Aurore qui aide les plus démunis. Et donc, je suis en pleine réflexion pour l'après, mais il faut le préparer maintenant. Une Et question, oui. lorsque tu as fait ta demande de prêt garanti par l'État, le montant que tu as demandé, c'est le montant que tu as obtenu? Plus ou moins. J'ai demandé, je pense qu'il faut demander toujours plus pour obtenir ce qu'on veut. Et j'ai obtenu les 3 mois de trésor qu'il me faut en moyenne pour couvrir ma charge. D'accord. Sachant que dans ton cas, tu n'as pas un an d'activité parce que Voilà, tu as c'est commencé ça. en Donc, septembre. on a fait une moyenne Voilà. du chiffre depuis septembre. Merci beaucoup, Georgiana. Et on a aussi le témoignage de Sébastien Larère qui est dans le cas opposé, si on peut dire comme ça. Donc voilà, si tu peux présenter un petit peu aussi les démarches que tu as faites et puis et les refus également. Les refus. Bonjour à tous et à toutes. Donc, dans un premier temps, je tenais à remercier CNAS, Costco et PIE pour m'avoir invité sur ce webinaire. Comme vous venez de le dire, moi j'ai un cas qui est totalement différent que celui de Georgiana parce que à ce jour, tout m'a été refusé. Donc, j'ai ouvert un complexe sportif dans le 17e arrondissement de Paris, CrossFit Cycling Batignolles, qui présente 2 disciplines, donc le CrossFit et le cycling. Et la particularité de ce concept, c'est que tous les cours dans la salle sont encadrés par groupe de 12. Donc, il n'y a pas de tout venant. Tous les cours sont encadrés avec un suivi personnalisé pour chacun de mes adhérents. Moi, dès le début de la crise, c'est-à-dire que le lendemain où le président a annoncé les mesures du confinement, j'ai de suite pris à bras le cœur la gravité du problème et comme Georgiana, je suis allé directement sur le site de la BPI où dans la même démarche qu'elle, on m'a donné un numéro d'identification que j'ai ensuite donné à ma banque. Là, mon banquier m'a très rapidement répondu que BPI était saturé et que c'était eux qui prenaient le relais à ce moment-là de leur propre décision. Donc, j'ai continué ma démarche du PGE et très rapidement, j'ai essuyé un premier refus parce que mon entreprise avait moins d'1 an. Et je pense que c'est très important de parler de tous ces refus parce que je pense que je ne vais pas être le seul dans cette situation. Je trouve que c'est positif de montrer les démarches aux gens, mais je pense que c'est aussi important de leur montrer comment rebondir en cas de refus. Parce que tout le monde ne va pas être accepté et c'est à la diligence de la banque, même si l'État se porte garant, il ne se porte que garant. C'est-à-dire que sur 300 milliards, si vous faites le calcul, il y aura quand même 300 millions d'euros à la charge des banques. Et peu de banques vont accepter de perdre 300 millions d'euros. Donc, c'est vraiment essentiel, cette notion-là. Donc, moi, j'ai eu un refus parce que, tout simplement, j'avais une entreprise de moins d'1 an, sans charge salariale, puisque la particularité, c'est que moi, j'emploie une dizaine d'auto-entrepreneurs. Et évidemment, en création, je ne peux pas prendre de salariés. Donc, ça a été refusé parce que je n'avais pas de ligne salariale. Sébastien, oui. Excuse-moi, Sébastien, tu avais un gros besoin de trésorerie lorsque tu as déposé ton dossier? Disons que sur mon plan de trésor, moi, j'ai tout anticipé, les reports. Donc, les reports de TVA, charges fiscales, et j'ai surtout un très gros loyer parce que j'ai quand même un complexe sportif qui fait 650 mètres carrés dans Paris, et je vais dire que le loyer, c'est quand même 70% de mes charges. Vous voyez? Du coup, je me suis rien. Donc, je sais que j'ai vraiment un gros besoin de trésorerie parce que peut-être pas à l'heure actuelle, mais par contre, voilà. au démarrage. Donc, à l'heure actuelle, tu n'avais pas besoin de trésorerie finalement. Et donc, je vais en avoir besoin. Pourquoi? Voilà, demain. Mais
aujourd'hui, c'est-à-dire que lorsque tu as déposé ton dossier, a priori, tu n'avais pas besoin de trésorerie. Il m'a été refusé parce que je n'avais pas de charge salariale, parce que je n'avais pas de salarié en fait. Voilà la raison pour laquelle ce crédit m'a été refusé du prêt garanti par l'État. Donc, dans un second temps, je me suis dirigé donc, vers le fonds de solidarité qui a été mis en place à hauteur de 1 500 €. Et il m'a été aussi refusé parce que je suis un ancien fonctionnaire d'État et j'ai droit donc en tant que créateur d'entreprise, j'ai droit à 2 ans de chômage par rapport à mon salaire brut lorsque j'étais fonctionnaire d'État. Et étant donné que j'ai déjà cette aide, cette subvention de l'État, je n'ai pas droit à l'aide de solidarité. Donc, sans rentrer trop dans les calculs, mais j'ai 1 000 € de chômage et le plafond est à 800 € pour les mandataires principaux. Et je suis mandataire principal de ma société. Du coup, je n'ai pas droit non plus à ce fonds de solidarité. Et je n'ai pas droit non plus au deuxième fonds de solidarité parce que je suis mandataire principal et je touche plus de 800 € par mois d'aide de l'État. Donc voilà, donc moi, il semblait très important de spécifier l'ensemble des refus que j'ai pu essuyer. Donc forcément, ce qui n'est pas à payer aujourd'hui sera à payer plus tard. Là, pour l'instant, nous n'avons que des reports d'échéance et moi, à ma connaissance, même mon bailleur, j'ai eu sa réponse hier, ce sont des reports et pas des annulations. Et il y aura peu d'annulations à mon sens. Donc, comme la phrase que j'aime bien dire, c'est que si je ne prends pas l'eau aujourd'hui, si je n'anticipe pas tout ça, je me noierai demain. Ça, c'est clair. C'est évident. J'arrive à passer l'été, mais je ne passerai pas l'hiver. Du coup, il est très, très important d'anticiper toutes ces charges et tous ces reports en fin d'année. Et ce que tu me disais aussi, c'est que tu as aussi anticipé, enfin, tu es en train d'anticiper une éventuelle deuxième période de confinement. Oui, exactement. Justement pour pouvoir pallier si Voilà. besoin. C'est ça. C'est-à-dire que là, je vais un petit peu plus détailler ce que tu viens de dire, je aussi très judicieusement. C'est que je rentre un petit peu dans le même process que Georgiana, c'est-à-dire que moi, tous les scénarios sont pessimistes, voire très pessimistes, voire catastrophiques. Voilà, je préfère pas avoir de mauvaises surprises. Et là, sur mes plans de trésor et sur mon processus interne de réflexion, pour moi, le scénario catastrophe qui peut arriver et qui pourrait arriver, c'est un deuxième confinement à la fin de l'année. Pour ça, j'ai un argument qui est très simple depuis ce matin. C'est pour ceux qui ont regardé un petit peu les informations, il y a une nouvelle épidémie de corona légèrement modifiée en Chine du Nord, alors que le déconfinement était arrêté. Ils ont repris le confinement des écoles, pour 4 semaines, alors qu'ils venaient d'être déconfinés 15 jours auparavant. Donc, on n'est pas à l'abri de ce scénario catastrophe. Et si personne, très honnêtement, là je m'adresse aux entrepreneurs, si vous n'anticipez pas un scénario catastrophe avec un deuxième confinement, 50% des entreprises en France ne se relèveront pas. Parce que personne ne va droit à avoir une deuxième aide de l'État. Parce que l'État va se dédouaner. À mon sens, qu'est-ce qu'ils veulent se dire? Je vous ai aidé une première fois, je ne vous aiderai pas une deuxième fois. Vous êtes, entre guillemets, des mauvais gestionnaires, vous vous débrouillez. Donc, envisagez, le conseil que je peux vous donner, envisagez un scénario catastrophe, deuxième confinement à la fin de l'année, sur votre plan de trésorerie. Oui. Est-ce que, Sébastien, quand tu as eu ton refus du PGE, tu as essayé de faire appel à la médiation du crédit de la Banque de France? Alors, non, pas encore, parce que je me suis encore entretenu avec ma directrice d'agence ce matin, Victor. J'essaie de mettre en place un deuxième outil, étant donné que j'ai quand même de très, très bonnes relations avec le BNP. Elle m'a proposé, elle, un prêt interne à BNP pour subvenir à mes besoins. Donc là, je suis en train de peaufiner tous mes chiffres. Donc ça, c'est vraiment une politique interne à eux et c'est vraiment intrinsèque à leur agence. Donc là, je suis en train de voir ça. Mais il faut, quoi qu'il en soit, rebondir et malgré le refus, continuer à chercher des fonds et anticiper tout ça. Je pense que c'est intéressant ce témoignage-là où il ne faut pas baisser les bras au premier blocage en fait, du banquier. Il faut, par un moyen ou un autre, essayer de faire levier sur le premier refus qu'on a eu. Et du coup, le témoignage de Sébastien va dans ce sens-là où il faut essayer avoir exploré toutes les pistes possibles et pas s'en tenir à un premier refus. Oui, voilà, c'est ça, exactement, Victor. Mais ce qui est important, c'est que
je ne veux pas me faire visionnaire de quoi que ce soit, mais je pense que là, on en est vraiment qu'aux prémices de la crise, en tant que nous, en tant qu'entrepreneurs. Après, bon, le reste de la vie sociale et civile, c'est encore autre chose. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que lorsque Karine est intervenue sur son plan de trésorerie, donc elle a bien cité les 3 étapes, et puis elle a pris une reprise du chiffre d'affaires au mois de septembre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce chiffre d'affaires, il ne va jamais être comme celui du mois de janvier, ni du février, ni du mois de mars. Pourquoi? Parce que vous avez à prendre tous et toutes en considération la fameuse distanciation sociale. Donc forcément, vous allez limiter les flux au niveau de votre entreprise. Donc ça aussi, anticipez-le. Sur votre prévisionnel de plan de trésorerie, ne me repartez pas avec un mois de septembre équivalent au mois de janvier. Faites une baisse de moins 50% sur les glisser sur les 6 prochains mois. Quoi. Rapport par de l'année. Oui, il faut pondérer en effet votre chiffre d'affaires en prenant comme référence le chiffre d'affaires du même mois de l'année précédente. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire, voilà, le mois de septembre 2020, je vais prendre 50% du chiffre d'affaires que j'avais en septembre 2019. Essayez vraiment de construire comme ça en disant que 50%, c'est quand même positif aussi. Après, ça va dépendre aussi de votre tempérament. Certains d'entre vous vont vouloir être très prudents, d'autres un peu moins. Essayez à chaque fois en fonction aussi de votre personnalité. Ça, c'est très important quand on monte ce genre d'outils. On a tous une personnalité différente. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont être plutôt très prudentes. Donc, ces personnes-là vont faire vraiment le schéma le plus pessimiste possible. Et dans ces cas-là, il faut en avoir conscience et essayer d'augmenter un petit peu votre prévisionnel. Et à l'inverse, les gens qui sont plutôt très optimistes, essayez de descendre pour vous situer dans quelque chose de réaliste, bien qu'en ce moment, ce soit un petit peu compliqué d'être réaliste parce qu'en effet, je suis d'accord avec toi, Sébastien, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Exactement. Et en effet, il peut y avoir une deuxième pandémie qui démarre. Voilà, comme il nous relâche la bride le 11 mai, c'est possible, tout à fait possible. Alors, certains prendront ton option, que je trouve très prudente, de dire, bon, bah, il va y avoir une deuxième pandémie, donc sur quelle période, deuxième pandémie, et d'autres diront, bah non, moi j'y crois. Voilà, il faut vraiment le faire. Chaque personne doit le faire en fonction de son sentiment et en fonction aussi de son activité. Je pense qu'il y a certaines activités où ça sera peut-être plus simple que d'autres. Exactement, Karine. Et puis, de toute façon, on est sur ce que j'ai pu remarquer avec diverses conversations, c'est que sur l'élaboration de plans de trésorerie, on a toujours, c'est humainement parlant, on a toujours une nature très optimiste. On a tendance à enjoliver les chiffres, à se dire que tout est beau, tout rose. Mais après, 6 mois après, lorsque vous prenez les chiffres de l'entreprise par rapport au prévisionnel, très souvent, on est bien en dessous de ce qu'on a pu prévoir. Donc, c'est pour ça. Moi, ce que je conseille vraiment, c'est la plus grande prudence, les scénarios les plus défaitistes, voire malheureusement, je ne l'espère pas bien évidemment, mais les plus catastrophiques pour la fin de l'année. Et ceux qui veulent, en tout cas, ceux qui le souhaitent, garder bien dans un coin de la tête une période éventuelle d'un second confinement. Je ne le souhaite pas, mais gardez-le quand même dans un coin de la tête. Merci beaucoup Sébastien. On va peut-être passer aux questions, parce qu'on a quand même pas mal de questions. Karine, du coup, est-ce que c'est peut-être… Je partage à nouveau mon écran pour retourner sur l'outil, parce qu'il y a quand même pas mal de questions, j'ai vu, qui concernent l'outil. Alors, je ne sais pas, la première question donc, de Giacomo Notiani. Est-ce que tu as les questions sous les yeux? Oui. Je te laisse… Alors, les paiements du loyer des TPE moins de 10 salariés des bailleurs sociaux de la ville de Paris sera-t-il pour les 3 mois supprimé comme annoncé par Bercy? Le gros du prévisionnel et de la trésorerie dépend du loyer. Donc ça, moi, je n'ai pas d'informations là-dessus. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des informations. Moi, de mon côté, non, je ne sais pas. Donc, première question, je suis désolée, Giacomo, mais moi, je n'ai pas du tout d'infos sur ce poste-là, en fait, sur cette problématique de bailleurs sociaux et de la ville de Paris sur 3 mois supprimés. Je ne sais pas du tout. En tout cas, si on a les infos, on reviendra vers vous, on fera des actualités, bien sûr, sur nos réseaux sociaux. Moi, j'avais une petite info parce que je suis quand même je fais partie d'un bailleur social sur Paris au niveau de mon établissement. J'ai eu la réponse hier. Ils ne font que des reports de loyer.
et 15% de l'échéance sera effective à partir de 3 mois après ouverture. Oui, après, même sur les bailleurs publics, il y a des différences aussi. Après, il faut se rapprocher de son bailleur. Il y a déjà eu des communications qui ont été faites, mais sur la problématique de la suspension, pour l'instant, tous les bailleurs ne se sont pas encore prononcés et sont aussi en pourparlers avec la ville de Paris. Alors, Juliette Duché. Quand on a déjà un emprunt, on le met où SVP, donc je partage mon écran. Je retourne sur le fichier. Donc là, il y a le remboursement éventuellement d'un nouvel emprunt. Mais si vous vous lancez sur 2 emprunts, vous pouvez créer autant de lignes que vous le souhaitez ici. C'est-à-dire là, c'est de l'Excel. Donc, c'est la souplesse de l'outil qui vous permet ici de créer une ligne insérée. Je ne vais peut-être pas insérer au bon endroit. Insérer. Emprunt, je ne sais pas moi, BNP, allez hop, BNP. Et là, vous indiquez mois par mois le remboursement. Si vous avez par exemple 500 € à rembourser tous les mois, vous l'indiquez ici. Ok, maintenant, j'ai déjà payé une mensualité, mon assurance pour l'année en février. Du coup, comment compléter le fichier sur la ligne assurance? Donc, sur la ligne assurance, vous l'avez payé en février. Donc, je vais dire que c'est 800 €. J'invente les chiffres, je suis très créative. Donc, 800 € payés en février 2020. Et je vais en profiter pour le mettre en février 805, un peu plus, en février 2021. Voilà. Est-ce que c'était bon au niveau de la réponse? Je pense. Il me semble. Ouais. Comment calculer la TVA lorsque l'exploitation achète et vend avec plusieurs taux de TVA? Pour un restaurateur, par exemple. Vous créez, là, par exemple, paiement des achats de matière. On peut faire achat de matière à 5,5. On peut faire 2 lignes. Et achat de matière, vous n'hésitez pas à faire des lignes. Sinon, laissez tout à 20%. Ce calcul de TVA qui est ici est une simple approche. C'est une approximation. Ça ne sera jamais le montant de TVA que va vous calculer votre expert comptable. Donc voilà, donc vous pouvez créer autant de lignes ici au niveau des achats de matière en fonction de votre TVA. Et sur le prévisionnel de chiffre d'affaires, même chose. Vous pouvez faire vente sur place et vente à emporter, où le taux de TVA n'est pas le même. On a la possibilité de séparer les deux, mais attention, dans ce cas-là, il faut que vous soyez un petit peu à l'aise avec Excel pour ici, sur la ligne TVA calculée, modifier le calcul de la TVA. Après, Joël. Pour les tableaux de trésorerie, si vous ne vous sentez pas très à l'aise avec, peut-être n'hésitez pas à vous rapprocher de votre expert comptable pour le faire. Ou si c'est trop coûteux de le faire par un expert comptable, il y a d'autres personnes du type du profil de Karine qui peuvent vous aider aussi à faire un plan de trésorerie plus sur mesure. Voilà, donc ne pas hésiter à se faire accompagner si besoin. Mais si vous prenez des hypothèses relativement simples, je pense que le tableau et la présentation de Karine permettent de remplir ce plan de trésorerie. Après, encore une question, comment faire pour intégrer les relevés de compte de façon automatique? Donc là, ça peut être un petit peu compliqué de les faire en automatique. Ça va dépendre de l'outil que vous avez. Je sais qu'il y a certains outils, tels que QuickBook, pardon. C'est un outil comptable qui vous permet de télécharger vos relevés de banque. Tout va dépendre, en fait, ça, je ne peux pas répondre vraiment de façon comme ça, en fait. Ça dépend vraiment de l'outil que vous avez. Mais à moins d'avoir énormément de lignes, c'est toujours un peu jouable quand même de le faire un peu à la main avec votre relevé de banque. Mais tout dépend de l'outil. Et là aussi, je rebondis sur ce qu'a dit Victor. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre expert comptable aussi pour ce genre de choses. Sophie, qui pose la question. Bonjour, pour intégrer le remboursement du PGE en 2021, peut-on utiliser la matrice emprunt en page 4? Alors, la matrice emprunt en page 4, oui, on peut l'utiliser. En revanche, ça va dépendre de ce que vous allez choisir. Si, par exemple, en 2021, vous décidez de tout rembourser en une fois, vous mettrez en une fois le montant du remboursement de l'emprunt. Donc là, ça peut être remboursement PGE au lieu de remboursement PNP. Ou alors, en effet, vous utiliserez ici le taux qu'on vous donnera, le nombre de mois, et
vous aurez le montant du remboursement par mois. Il viendra se mettre automatiquement ici. Donc, sur les premiers mois, vous le supprimez, et vous indiquerez sur janvier ou peut-être mars quand même, voilà, hop, ou à partir d'avril, le montant du remboursement du PGE. Ah oui, alors, Joël pose la question, mon bailleur SCI privé ne veut rien savoir et exige le règlement des loyers. Que dois-je faire? Alors là, à part, je ne sais pas. Ça, c'est très, très compliqué parce que je ne vois pas trop ce qu'on peut faire dans ces cas-là. Je pense que Sébastien, tu as peut-être eu aussi ce souci. Donc, je ne sais pas. Jana, tu peux peut-être activer ton micro pour… Moi aussi, c'est aussi mon cas. Et ce que je fais, c'est que je paye une partie du loyer avec le fonds de solidarité. Mais ce n'est pas reporté, rien n'est négocié aujourd'hui. Donc, il va falloir à un moment donné payer la différence. Oui, c'est ça. Jordan a raison. Sur les bailleurs privés n'ont aucune obligation ni aucune contrainte par rapport à la demande des reports. Excusez-moi. Non, je pense qu'il faut entrer en négociation avec eux et essayer de faire preuve qu'ils fassent preuve un petit peu d'empathie par rapport à la situation de leurs locataires. Et leur faire comprendre qu'ils sont installés pour du long terme et que c'est vraiment une crise passagère. Il faut leur redonner confiance, en fait. Je pense que c'est ça. Après, il faut savoir que les bailleurs privés, il faut savoir que les bailleurs privés ont aussi des emprunts après aussi de l'autre côté à payer. Et c'est un peu ça la problématique, quoi, parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et Victor, tu voulais dire quelque chose? Oui, ça revient un peu sur ce que tu dis. C'est que peut-être s'il refuse, c'est qu'il a des échéances d'emprunt à honorer. Peut-être que vous pouvez réfléchir ensemble, voir si lui, de son côté, il a essayé de contacter sa banque pour voir s'il y avait un report de prêt et que s'il a mis ça en place, il puisse le répercuter sur votre loyer à vous. Enfin, essayer de trouver une solution ensemble. Après, s'il ne veut rien entendre. Donc, Catherine, ma banque refuse le crédit parce que je suis ouvert que depuis novembre 2019. Donc là, on est dans le cas de Georgiana, qui est elle aussi ouverte depuis moins d'un an, en fait, enfin, plutôt dans le cas de Sébastien. Donc là, peut-être que je renvoie au témoignage qu'a pu faire Sébastien. Essayer d'activer d'autres leviers. Si c'est un simple refus d'un conseiller bancaire, essayer de venir en force avec un comptable ou de faire appel à la médiation du crédit ou contacter un autre dans la même agence. Essayer peut-être de voir avec la directrice ou voilà, faites marcher vos relations, mais évitez de vous contenter d'un refus de premier abord. Alors, attends, c'est pas parce qu'elle est refusée dans son agence où ses comptes sont tenus qu'elle sera forcément refusée dans une autre agence. Moi, on m'a conseillé, mon expert comptable m'a conseillé aussi de faire les autres démarches dans le même groupe, mais simplement une autre agence. Donc, elle peut s'orienter sur d'autres agences du même groupe, tout à fait. Et dans ces cas-là, est-ce que c'est possible aussi d'aller voir la médiation du crédit? Peut-être, le médiateur? Oui, je pense. Oui, je pense. Il faut explorer toutes les pistes, de toute façon. Il faut tout essayer. Et rapprochez-vous aussi de votre expert comptable. Il peut vous aider dans ce cas-là. Il peut vous conseiller. C'est son rôle, c'est son job. Les experts comptables, en ce moment, ils sont complètement débordés. Hein. Oui. Ils ont plein, c'est de la folie. Entre la mise en chômage partiel, toutes ces aides où leurs clients, donc nous, en fait, on a besoin d'être accompagnés, eh ben, ils nous aident et c'est leur job. C'est-à-dire le prix que vous payez à votre expert comptable, c'est aussi dans son rôle de conseil. C'est très important qu'il vous accompagne, qu'il vous évite de tourner en rond parfois. Et il y a aussi un truc que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Vous pouvez, pour certains qui ont beaucoup investi et qui sont actuellement en crédit de TVA, essayer de faire la demande via votre expert comptable du remboursement du crédit de TVA. Ça donne un peu de trésorerie en plus, quoi. En attendant qu'il y ait d'autres choses qui se débloquent et que vous puissiez obtenir des aides financières. Oui, exactement. C'est ça. Donc, à savoir que l'expert comptable, dans la situation dans laquelle nous sommes, a un devoir d'information et de conseil. Et voilà, ce n'est pas sa diligence, c'est un devoir. Ça fait partie de son cahier des charges, mais il a un devoir d'information et de conseil. C'est très, très important. Très important.
N'hésitez pas à aller vers lui. Comme l'a très justement dit Karine, les experts sont submergés de travail. Ils viennent à peine de terminer la semaine dernière toutes les dispositions pour le chômage partiel. Bon, là, ils vont mettre les fonds de solidarité, les reports de TVA. Il faut surtout ne pas hésiter à se diriger vers son expert comptable. Vraiment. La question suivante de Sébastien. J'ai fait une demande de prêt de garantie depuis le 20 mars et toujours pas de réponse, ni positive ni négative. Quelqu'un est-il dans le même cas et quel recours voyez-vous? Moi, j'associerais ça à la question précédente où c'est comme un refus, en fait, pas de réponse. Vous n'avez pas de visibilité sur votre demande. Donc, même conseil, se tourner vers son expert comptable et peut-être la médiation du crédit. Ou une autre agence bancaire, comme disait Sébastien. Du même groupe. Question de Bernard. Qui garantira le prêt si on ne rembourse pas au bout d'un an? Alors, c'est la banque qui vous octroie le prêt, mais c'est garanti par la BPI à 90%. Donc, c'est la BPI, a priori, qui couvrira les 90% qui restent à rembourser. Pourrait-on aborder la question des assurances? Là, les assurances, actuellement, il y a un vrai scandale, en fait. Enfin, moi, je suis un petit peu ce truc-là, je trouve ça très intéressant. Les assurances ne nous couvrent pas en tant qu'entrepreneur. On n'est absolument pas couvert, c'est-à-dire on paye en effet nos assurances sur plein de choses. Il y a toujours une petite phrase qui dit qu'on n'est pas couvert. Donc là, je pense que ça ne tient pas à nous, on n'y peut rien. C'est voilà, il faut faire avec. Mais je pense qu'il y aura enfin, suivez. Voilà. Pour l'instant, il n'y a rien. Nos assurances ne nous couvrent pas, bien qu'on paye tous les ans nos assurances. En revanche, ne perdez pas le fil. Je sais qu'il y a des actions qui sont menées et il y aura peut-être quelque chose qui va se faire. Voilà. Mais bon, aujourd'hui, rien. Oui, c'est ça. Moi, je voudrais rebondir parce que, évidemment, j'ai contacté mon assureur Oui. au début et dans les 3 premiers jours. C'est vrai, ils ne nous suivent pas. Donc, moi, c'est un sujet sur lequel je m'intéresse particulièrement ces derniers jours. En grattant un tout petit peu les chiffres, le marché des assurances en France, c'est quand même 225 milliards d'euros. Ils ont aidé dans un premier temps à 200 millions d'euros. Le président de la République leur a demandé de mettre un petit peu plus la main à la pâte. Ils sont montés à 500 millions d'euros. Moi, en ce qui concerne ma compagnie d'assurance, elle m'a très simplement dit, comme je pense que toutes les autres compagnies, la ligne pandémique n'existe pas. Donc, du coup, vous n'êtes pas couvert sur ce type de risque, ce qui n'est pas faux. Donc, la ligne pandémique, à terme, finira par exister. Ce qu'il faut faire, moi, le conseil que je peux donner, c'est là aussi, comme les bailleurs privés, leur expliquer la situation, leur dire que vous avez essuyé quelques refus, tout simplement faire preuve de transparence et d'honnêteté avec votre assureur, engager un climat de confiance et lui prouver vos besoins. Moi, je sais qu'il m'a, d'un point de vue officiel, il m'a dit que la ligne pandémique n'existait pas, mais quand même qu'il allait essayer de faire quelque chose par rapport à la situation. Donc, c'est pareil, on rentre toujours dans des discours de négociation, des discours empathiques, tout ça en faisant preuve de clairvoyance et de transparence. C'est ça, quoi. Donc, voilà. On est là aussi bloqué, mais il faut défendre son bout de gras une fois de plus. Oui. Bon, il est déjà 16h05. Ce qui serait bien, c'est vous essayez de répondre quand même à toutes les questions pour qu'il n'y ait pas trop de frustration. Donc, si on arrive à accélérer un tout petit peu, ça serait super. Je prends la question d'Amélie. Bonjour, êtes-vous sûr de la date limite du 30 avril pour demander l'aide de l'État? Alors, pour ce qui est du fonds de solidarité, pour bénéficier de l'aide pour le mois de mars, vous avez jusqu'au 30 avril pour le faire. Et pour en bénéficier sur le mois d'avril, vous avez jusqu'au 31 mai pour le faire. J'espère que ça répond à la question et que ça va peut-être corriger ce que j'ai dit tout à l'heure. Question de Joël pour Georgiana. Georgiana, du coup, Joël demande si tu as eu des bons bilans et des bons résultats. Mon bilan, il est fait sur 18 mois. Donc, du coup, j'ai pas encore sorti le bilan. Et comme la première année, c'est compliqué d'avoir des résultats.
Et j'ai ouvert depuis septembre. Ah ouais. Et il y a encore une question complémentaire de Sylvia pour Georgiana. Est-ce que tu as des salariés? Non, je suis toute seule. Et comme Sébastien, je suis aussi au chômage. Donc, je ne me verse pas de salaire. Ensuite, question de Joël. Quid des assurances et de la garantie perte d'exploitation? Bon, je pense qu'on l'a évoqué. Joël, pour les bailleurs, j'ai entendu parler d'une mesure de réduction d'impôt s'ils annulent les loyers. Est-ce exact? Je ne sais pas. Moi non plus. Je sais pas du tout. Excusez-nous, Joël, nous ne savons pas. Désolée, Joël, l'aide du Fonds de solidarité sera dupliquée en avril. Oui. Elle sera aussi donc couplée par une aide complémentaire qui, elle, sera financée par la région. Question de Sylvia. La Banque de France est-elle obligée de nous répondre pour notre note Banque de France? Il me semble que oui. Normalement, la Banque de France vous la communique en tant que chef, enfin, la communique au chef d'entreprise. Parce que vous avez aussi, il me semble, la possibilité de la contester si vous pensez que votre note ne représente pas le risque de crédit qui est associé à votre entreprise. Donc, si vous ne l'avez pas reçu, contactez peut-être la Banque de France ou sinon votre expert comptable ou votre banquier. Votre banquier, c'est sûr qu'il l'a. Question de Rosa. Pour les bailleurs sociaux de la ville de Paris, Paris Habitat a annoncé à ses locataires un report de loyer, mais la RIVP n'a pas donné de réponse pour le moment. Oui, c'est ce que je disais pour les bailleurs publics. Malheureusement, ils n'ont pas encore pu tous se positionner, mais dès que les décisions seront prises, vous serez évidemment informés. Si vous n'avez pas eu de communication, c'est qu'ils n'ont pas encore pu prendre les décisions. On peut vous transmettre une recommandation ou un conseil que vous fait Sébastien concernant les loyers. Il vous conseille de lire des articles qui sont bien réalisés par des spécialistes en droit au bail. Voilà. Peut-être faire avancer vos relations avec vos bailleurs. Le document Excel de Karine, il me semble. Oui, alors en fait, on vous transmettra, je vais vous transmettre par email un lien qui renverra vers notre site avec un article. Et dans cet article-là, vous retrouverez le replay du webinaire avec le tableau Excel et tous les liens utiles dont on a pu parler, de la région notamment. Donc ça, on essaye de vous l'envoyer demain. Sophie, est-ce que les taux du PGE sont encadrés? Alors, pour la première année différée, le coût, c'est le coût de la garantie, donc aux alentours à peu près de 0,25%. Si vous ne remboursez pas au bout d'un an et que vous étalez le remboursement sur une durée maximum de 5 ans, il y aura un taux qui sera appliqué qui, à ce jour, est inconnu. Et donc, Sylvia, oui, en effet, on ne sait pas à quel taux on remboursera pour l'année 2 le PGE. Alors, Juliette, mon expert comptable m'indique que si je veux qu'il m'aide pour demander le PGE, il me le facturera en plus. Il me semble pourtant que dans les mensualités que je lui paye chaque mois, ce genre de choses sont inclus. Un autre, Sophie, a répondu en disant « Mon expert comptable me facture 500 €, l'aide à l'élaboration de mon plan de trésor, est-ce un tarif raisonnable? Mon abonnement est de 350 € par mois. » Alors, sur les questions avec votre expert comptable, ce qui est vraiment très important, c'est de relire la lettre de mission. La lettre de mission, c'est le document que vous avez signé avec lui lorsque vous vous êtes engagé. Et en fonction, si jamais rien n'est indiqué là-dessus, c'est-à-dire sur la réalisation de votre prévisionnel de trésorerie, sur l'aide qu'il peut vous apporter, en effet, il est en droit de vous facturer. Parce que c'est du travail en plus pour lui. Georgiana, je me permets de te poser la question. Est-ce que je sais que tu t'es fait aider aussi par ton expert comptable? Ni sur le business plan, ni sur le plan de trésor. Ok. Le fait avec mon compagnon. Et Sébastien? Non. J'ai eu une relecture de mon business plan par un banquier d'affaires, mais sinon après tout le reste, comme Georgiana. Toi qui l'as fait. Ok, d'accord. Ok, merci.
Bernard qui dit oui, mais après un an. Donc là, je pense qu'il fait référence au PGE. Qu'est-ce qui se passe après un an? Donc, si c'est pour la durée de remboursement, ça c'est à voir avec votre banquier, ça s'appelle jusqu'à 5 ans. Et ce qui concerne le taux d'intérêt qui sera appliqué, là encore, on ne sait toujours pas. Ensuite, Catherine, j'ai 2 restaurants. Ma banque a accepté le crédit pour le premier, mais le refuse pour le deuxième. C'est ça que je ne comprends pas. Là, malheureusement, il faut que vous vous rapprochiez de votre banque pour lui poser vraiment la question. Lui demander pourquoi est-ce que le premier c'est OK et pas le second. Je n'ai pas de réponse à vous apporter, à part de vous rapprocher vraiment de votre banquier. Moi, j'ai peut-être une question, c'est est-ce que ces 2 restaurants sont sur la même société? Je pense qu'on aura difficilement la réponse. En fait, c'est ça, si ces 2 restaurants sont sur la même société, je ne vois pas pourquoi ça a été refusé, mais par contre, si c'est 2 sociétés différentes, il se peut que ce soit à cause de ça et que l'une soit plus récente ou moins rentable, qu'il y ait des lignes différentes. Mais sinon, je ne vois pas pourquoi ça s'est produit être refusé. D'accord. Ensuite, il y a Sylvia qui nous partage à destination des restaurateurs un site qui doit s'appeler Resto Ensemble. C'est ça ce que je comprends, qui doit retransmettre des informations intéressantes pour les restaurateurs. Oui, c'est un collectif de restaurateurs qui s'est Ok. monté, c'est ça, pour une entraide entre restaurateurs. Là aussi, il y a Emmanuel qui nous partage une information qui, lui, a contacté son assureur qui est la BPCE Yard et qui indique que la perte d'exploitation va être considérée comme un sinistre. Merci pour ce retour. Intéressant. Ensuite, Fabrice demande, peut-on consulter un comptable gratuitement si l'on n'a pas d'expert comptable quand on est en micro, par exemple? Alors là, en effet, les choses gratuites, c'est de plus en plus rare. Donc, il peut y avoir peut-être des associations qui peuvent vous aider, mais ça ne sera peut-être pas un comptable, mais quelqu'un qui vous aidera comme ça. En fait, utilisez, enfin, si c'est par rapport à la trésorerie, utilisez l'outil qui vous est fourni. C'est vraiment, c'est tout simple, c'est Excel et vous pouvez l'utiliser sans aucune difficulté. C'est pour ça aussi qu'on met cet outil à votre disposition. Et je sais que dans le cadre justement de la crise sanitaire, il y avait des consultations téléphoniques gratuites d'experts comptables. Alors je ne sais pas si ça court toujours, mais si c'est le cas, je vous remettrai le lien dans l'article. Et c'est vrai qu'après, ça dépend aussi de votre demande. Qu'est-ce que vous voulez faire? De quel service avez-vous besoin avec ce comptable? Donc là, il y a Raja qui nous pose la question. Quand auriez-vous les informations concernant les aides mises en place par PIE pour les petites entreprises déjà en difficulté? Donc ça, je ne sais pas vous dire quand est-ce que les négociations aboutiront. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de suivre les flux d'actualité qu'on publie sur nos réseaux sociaux. Twitter, Facebook et Vous pouvez aussi, n'hésitez pas à vous abonner à des newsletters. C'est vraiment important en ce moment, que ce soit PIE, que ce soit BPI. Il y a aussi un site qui est très bien fait. Je ne sais pas si on en a déjà parlé, je pense pas, en tout cas rapidement, lesaides.fr. Donc ça, de toute façon, le lien va être mis à disposition. Nicolas qui pose la question. Ma clientèle est composée de 95% de touristes étrangers. Je pense reprendre une activité en janvier 2021, pas avant. À qui m'adresser pour m'aider jusque-là? Alors déjà, bon, du coup, je pense qu'il faut refaire j'ai pas beaucoup d'informations, donc là, il faut refaire le parcours classique. Déjà, essayer de limiter les décaissements, donc mettre en place les mesures de report. Et puis ensuite, en fonction de l'activité passée ou de la taille de votre structure, voir si vous êtes éligible aux différents dispositifs qu'on a énoncés, le prêt garanti par l'État et les fonds de solidarité. Et si vous êtes éligible aux fonds de solidarité, voir si vous êtes éventuellement éligible aux fonds complémentaires mis en place par la région.
Alors, peut-être pour Sébastien, on verra peut-être à la fin. On va d'abord faire la question comme ça en direct. Peut-être du coup Catherine, je ne sais pas, le premier à 25%. Deuxième, je pense qu'elle parle certainement des restaurants qu'elle a. Ah. Je pense. Au premier restaurant, à 25% du deuxième restaurant. Et voilà, ça vient de là. Mais malheureusement, je n'ai toujours pas la réponse malgré ça. Rapprochez-vous de votre banque pour savoir pour quelle raison le deuxième restaurant n'a pas obtenu l'aide. Rosa qui indique certains sont autonomes pour la réalisation du prévisionnel, d'autres le sont moins. Pourriez-vous proposer des partenaires pour les formations en ligne? Donc là, je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure. Je pense que je n'ai pas de nom en tête, mais si vous cherchez un peu sur Internet, vous devriez trouver des associations où il y a des bénévoles, des personnes retraitées, qui mettent leur temps à disposition en ce moment pour pouvoir accompagner les entrepreneurs sur ce sujet-là. Et puis, du coup, je répète ce que Karine et Sébastien ont dit sur la proposition qu'on fait lors des experts comptables en mettant à disposition du temps aux entrepreneurs sur des sujets de trésorerie. On a juste une question aussi dans la rubrique conversée. Savez-vous quand les cotisations sociales seront prélevées et sur quel échéancier? Alors là, la plupart du temps, cette information, vous devez vous rapprocher vraiment de votre centre d'URSSAF et vous-même, vous pouvez même faire une proposition d'échelonnement. Soyez vraiment proactif là-dessus parce que sinon, ils ont tendance à ne pas revenir vers vous. Donc, faites une proposition et même chose, demandez à votre expert comptable éventuellement de vous accompagner là-dessus pour qu'il puisse aussi de son côté relancer les URSSAF. D'accord. Et pour finir, du coup, on va donner la parole à Sébastien Boudou. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Je ne sais pas si vous me voyez. Non, mais il n'y a pas de possibilité de mettre la vidéo pour les participants, malheureusement. Ah, d'accord. Mais on vous entend. Alors, enchanté à tous. Je m'appelle Boudou Sébastien. J'ai un restaurant qui s'appelle le Sofiano à Paris 7e. Voilà, moi, je suis en guerre depuis plusieurs années avec mon bailleur. Voilà, ça c'est une partie. Donc, j'ai un avocat qui est sur le sujet. C'est une grosse pointure. Il s'appelle Maître Bro. Spécialisé justement dans les baux commerciaux et c'est pour ça que je recommande à tout le monde, au cas par cas évidemment, de lire l'article dont j'ai mentionné dans un des messages de tout à l'heure, qui est l'article Les acteurs immobiliers à l'heure du coronavirus. Et cet article, il a été paru dans le magazine Business Immo. Voilà. Donc, je conseillais de bien relire à chacun en fait, son bail, dans lequel il y a des dispositions. Ce qu'il faut savoir, c'est que les bailleurs, on va dire, ils sont en train d'améliorer leur bail à chaque fois qu'il y a une signature pour se protéger un maximum. Voilà. Des fois, c'est limite, très, très limite, puisque je discutais avec mon voisin qui est boulanger, dans lesquelles il y a des conditions qui sont au-delà du raisonnable. Donc, à un moment donné, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, si vous ne payez pas votre loyer, ils ne peuvent rien faire. Parce que déjà, tous les tribunaux sont fermés, à moins que ce soit pour une urgence. Et mon avocat me dit que de toute façon, ce n'est pas une urgence. Et il n'y a aucun, comment dire, un huissier qui viendra non plus vous embêter. Par contre, il faut quand même être raisonnable et faire un courrier. Donc, ce courrier, il faut le faire en fonction de 1, votre bail, donc bien lire votre bail, bien comprendre votre bail. 2, lire l'article que je vous recommande, que je vous ai recommandé tout à l'heure. Et ensuite, éventuellement, vous faire aider d'un avocat pour rédiger ce bail, pour rédiger cette lettre. Pardon. Voilà, ça c'est très important. Et il faut absolument faire une lettre parce que si demain votre bailleur vous attaque en justice dès le déconfinement et vous dit bah voilà, vous m'avez pas payé, donc je vous vire, ce qui est probable et il aurait le droit de le faire, avec des conditions évidemment, mais il aurait le droit de le faire. Et là vous risquez vraiment de l'expulsion et de perdre totalement votre affaire. Donc c'est pas le jeu.
Donc, je vous conseille de faire tout ce que je vous ai dit. Moi, je l'ai déjà fait, ça y est. Au bout d'une semaine, je l'ai fait. J'ai même plusieurs avocats dessus. J'ai un avocat d'affaires qui, lui, m'avait fait un premier courrier et mon avocat spécialisé en bail l'a amélioré. Voilà. Donc, je vous recommande tous de le faire, mais n'ayez vraiment pas peur de le faire. Ça prend un peu de temps et vous l'avez le temps en ce moment, donc faites-le. Et après, ça ouvre une porte à une négociation, quoi qu'il arrive. Je peux imaginer que votre bailleur, lui, il ne veut pas s'asseoir dessus, hein, on se doute bien. Mais vous aussi, vous n'avez pas envie de vous asseoir sur votre chiffre d'affaires et on vous a, entre guillemets, contraint. Surtout nous, les restaurateurs. Les autres, bon, c'est un peu différent, mais vous êtes dans une situation exceptionnelle. Par contre, ce que je vous recommande, et c'est pour ça que j'ai suivi ce webinaire, c'est que votre loyer, qui, comme le monsieur qui s'est présenté concernant sa salle de sport, représente 70% de son chiffre d'affaires, est évident que plus le loyer est important par rapport à votre chiffre d'affaires, plus il va falloir justement que vous pensiez à faire un crédit dans ce sens, afin d'amortir en fait ce coût de 3 à 6 mois ou peut-être plus si le coronavirus durait plus longtemps, pour amortir ce coût financier sur les années qui seront, on va dire, plus positives. Voilà. Voilà. Merci beaucoup Sébastien, et je rebondis du coup sur vos recommandations. On est en train de mettre en place une permanence avec des avocats qui vont répondre gratuitement à vos questions par téléphone dans la limite de 30 minutes. Donc c'est en cours, et donc vous aurez l'info la semaine prochaine. Donc si vous avez des questions juridiques, vous pourrez leur poser. Par contre, pour les autres questions, je ne sais pas si on a vraiment le temps. Sinon, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous faire un retour par mail. Sinon, je ne sais pas, Karine et Victor, est-ce que vous avez vu un petit peu les questions? Si ça prend 5 minutes, on peut peut-être terminer. Sinon, on répondra par mail. C'est à vous de voir. Ok, donc il y a Sylvia qui dit qu'elle est mal notée. Je suis mal notée personnellement par la banque, mais mon entreprise va bien. Y a-t-il une relation? Oui, enfin, moi je pense qu'il y a une relation, mais surtout demander à la banque. Vous voyez, moi je pense qu'il y a une relation, mais c'est une réponse qui m'appartient. Après, ça veut dire quoi, être mal noté personnellement par la banque? Est-ce que vous êtes toujours en découvert? Mais est-ce que votre entreprise n'est jamais en découvert? Vous voyez, c'est très compliqué en fait de répondre à ces questions. Et surtout, la seule entité qui a vraiment la réponse, c'est votre banque. C'est-à-dire, moi, je peux vous donner des hypothèses que je pense, mais c'est la banque qui sait réellement pourquoi. Donc, rapprochez-vous d'elle vraiment. Question de Jean-Pierre. Bonjour. Le fonds complémentaire financé par la région est-il accordé une seule fois ou est-il renouvelable comme l'aide de 1 500 €? Le fonds complémentaire, ça marche de manière mensuelle. Donc là, il a été ouvert pour le mois d'avril. Donc à voir ce qui se passera pour le mois de mai. Ce n'est pas encore communiqué. Ensuite, la question de Bernard. Ma question portait sur la garantie État. L'État garantira-t-il le prêt bancaire si on ne rembourse pas la première année, donc si on prolonge le prêt avec la banque? Oui, c'est ça l'idée. C'est que j'essaie de comprendre. La garantie, après, elle couvrira le long du remboursement. Et dernière question, et après on va se quitter parce que… Rosa, étant donné vos liens avec la ville de Paris, comment peut-on faire pour avoir une cellule d'urgence avec l'ensemble des bailleurs sociaux, une cellule à même de gérer le déconfinement, mais également l'ensemble des questions? Je ne sais pas si… Peut-être Joséphine. Alors attendez, du coup, étant donné vos liens avec la ville de Paris, comment peut-on…
Là-dessus, je peux pas vraiment vous répondre, mais on peut échanger par mail si vous voulez. Pour l'instant, c'est plutôt la ville de Paris en fait qui a la main aussi sur toutes ces questions et pas forcément directement les bailleurs. Enfin, les bailleurs sont en discussion bien sûr avec la ville, mais c'est la ville qui prend les décisions. Mais pour l'instant, il y a pas forcément de cellules à proprement parler sur ces questions-là. Ok. Bon, bah, je vous remercie. Je voulais juste... Oui, pardon, Georgiana. Avant de finir, j'avais aussi une question. Est-ce que le premier fonds de solidarité était versé pour le mois de mars ou d'avril? Là, a priori, c'est pour le mois de mars. D'accord. Ouais. Et on doit le faire, ça se fait Pour pas renouveler automatiquement. la demande pour le mois d'avril. D'accord. Donc, on doit le faire tous les mois sur Impôts.gouv. Ça se fait pas automatiquement jusqu'au C'est ce déconfinement. que j'ai compris, ouais. Il me Ok, semble. C'est bien ce que okay. d'accord. Et après, en fait, mois par mois, l'État annonce s'il reconduit ou pas la mesure et sous quels critères d'éligibilité qui peut évoluer. D'accord, merci. Bah, merci à tous de votre participation. Je voulais juste vous dire que si vous avez des questions techniques sur le tableau Excel, vous pouvez me contacter directement sur contact@costo.paris et voilà, je tâcherai d'y répondre ou je vous mettrai en contact aussi avec Karine. Donc, je vous partage les fiches contact des organisateurs que vous faire retrouver. De toute façon, vous aurez tous les contacts par mail également. Nos deux intervenants, donc Victor Fabre, consultant chez PIE, et Karine Sfez, consultante et formatrice en gestion d'entreprise. Et enfin, les contacts de nos commerçants. Donc, Georgiana de la marque 1966 Point Couture et Sébastien Larèvre, fondateur de CrossFit Cycling Batignolles. Bah, je vous remercie à tous de votre participation. Merci aux participants et merci aux conférenciers. Et à très bientôt pour éventuellement un prochain webinaire. On réfléchit tous les jours à des contenus à vous proposer. Donc voilà, à suivre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.